finalement, qu'est-ce qui décide du parcours d'un artiste? Est-ce que c'est l'effet de sa décision? Est-ce que c'est inscrit dans ses gènes? Est-ce que vous devez avoir des opinions différentes tous les deux? Gilles, lorsque nous parlions, vous évoquiez ce mot qu'on rapportait à Koueko, qui était finalement artiste et celui qui a décidé de l'être. Ce qui réglerait bien les problèmes de madame, où tout à coup, elle n'aurait plus à se poser les questions de... Ça marche pas? Ben oui. Ça a l'air de marcher. Alors, artiste. Ça a l'air de marcher. Alors d'abord, un petit préambule, si tu permets. Donc, oui, vas-y. Dire deux mots sur... Non, moi, je vais Gilles est céramiste, il réalise des choses assez fantastiques et qui sont des prouesses. Et il a récemment fait, il y a presque une dizaine d'années, il a fait une série de soupières qui raconte l'histoire des élections présidentielles entre Ségolène Royal et Sarkozy. Raconté comme ça, c'est un peu stupide, mais ça rapproche des... à la fois, c'est crusquant au niveau de la caricature, à la fois, c'est de la prouesse au niveau de l'objet, et puis c'est absolument... Pour moi, c'est assez fantastique de se marrer d'un objet qu'on devine fragile, parce qu'il se passe en soi deux choses très contradictoires. C'est qu'on attache à l'humour quelque chose d'un peu rude, et à la céramique, quelque chose qui lui est comme inverse. Et j'ai toujours été très ému par cette série de choses. Quant à Antoine Leperlier, lui, il est sculpteur, il mélange toutes les techniques avec le verre, mais il va nous raconter ça très bien, puisque le verre est une histoire de famille. Donc j'en reviens à ma question. Alors, artiste. Oui. Alors, artiste. Alors d'abord, un petit préambule que je voulais faire. Un métier, tout à fait. Un métier ou... Un métier, un vrai métier. Mais je voulais d'abord remercier les ateliers d'art de France et puis la Maison des artistes qui permettent... Donc vous avez été président à un moment, je crois. Donc j'ai été président du conseil d'administration. C'est des structures un peu complexes, mais voilà, on ne va pas partir sur la question des structures de la Maison des artistes. Je voulais les remercier parce que c'est une chose assez incroyable qui se passe, effectivement, de réunir un peu la famille. Je pense qu'il y a des cousins, mais vous savez, chez les artistes eux-mêmes, il y a des cousins. Tout le monde n'est pas frère. Il y a des cousins, il y a des frères ennemis, il y a etc. Donc c'est une famille qui est complexe, qui est diverse. Mais cette famille réunie, demain, elle peut peser. Et moi, je suis là parce que j'ai eu, effectivement, tu m'as parlé de Ségolène Royal et Sarkozy, j'ai montré les soupières à Ségolène Royal, elle s'est marrée, mais vraiment très bien. Je n'ai pas montré à Sarkozy, parce que ce n'est pas mon copain. Donc, je n'ai pas montré à Sarkozy, mais j'ai montré à Ségolène Royal. Donc, moi, je suis venu ici. J'ai fait 300 km, et demain, je refais 300 km, donc 600 km, pour venir parler un quart d'heure, 20 minutes. Donc, c'est quand même que ça correspond à une question qui bouscule. Qui bouscule, pas que moi, mais qui bouscule la question de qui est artiste, justement. Et effectivement, tu parlais de la provocation de Koueko, post 68 Ardes, hein, c'était 72. Est artiste celui qui se proclame artiste. C'est la proclamation de 72. Et nous avons rajouté, j'ai pesé dans ce sens-là, dans les années 90, et qui en assume l'engagement vital. Ça, c'est un autre concept qui est lié à un autre philosophe, voilà, que j'apprécie son travail, mais j'aime pas trop le bonhomme, qui est Jean-Pierre Jouffroy, que certains connaissent, qui a fondé l'UAP, etc., dans d'autres années, mais qui a sorti ce concept d'engagement vital. Et je pense que ça, engagement vital, c'est-à-dire que c'est ta vie. Tu ne peux pas faire autre chose. C'est un engagement qui te prend à l'âge de 12 ans et qui t'emmène, en espérant, jusqu'à 80 ans. Il n'y a pas la question de la retraite. On est dans un rythme de vie qui n'est pas un rythme d'une carrière. J'ai rien contre toutes les carrières et contre tous les rythmes, les structures que se sont données les salariés, etc. Bien au contraire, il faut protéger les choses. Mais nous sommes dans une aventure qui dépasse ce cadre-là. Donc, est artiste celui qui se proclame artiste? Oui, ça j'y crois, j'y tiens, et qui assume
d'un point de vue y compris social. Et là, je rejoins mes responsabilités nationales que j'ai eues pendant 10 ans, quand j'étais président du conseil d'administration. Rémi, tu t'en souviens. J'ai déclaré au premier conseil d'administration en 2001, nous sommes 19 000 aujourd'hui, je quitterai ce siège, nous serons 50 000. Eh bien, à une centaine d'inscriptions près, quand j'ai quitté en 2011, nous étions 49 800. Donc et vous êtes un visionnaire, Gilles. Non, mais je suis en dessous même. Je suis en dessous. Tous les artistes ne sont pas encore à la Maison des artistes. Il y en a encore, et on le sait bien, il y en a encore plein qui refusent de s'intégrer. Donc je pense... Pardon, Raymond Moulin me disait que c'était entre 75 000 et 80 000 artistes. Mais artiste, ça produit des objets. Il n'y a pas d'artiste sans art. Je ne comprends pas. C'est quoi un artiste si vous ne parlez pas de l'œuvre, de l'objet d'art? Bien sûr qu'ils produisent des œuvres, bien sûr qu'ils produisent des objets, qui produisent de l'art qui a du sens, qui a une forme, qui a un poids, je le sais, qu'il faut stocker après. Parce que fragile parfois. Tous les sculpteurs connaissent le problème. Oui. C'est Paul Claudel qui disait que c'était un double défi au bon sens, l'art, parce qu'il faut le faire et après il faut le gérer. Donc ça, pour moi, c'est une réalité tangible et ça que tout le monde peut comprendre. Que ce soit les gens du métier d'art, que ce soit les artistes, on a les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, pourquoi je suis là? Et pourquoi c'est séparé et différent alors? Alors ça, c'est l'histoire. Bon, Rémi a expliqué tout à l'heure en partie cette histoire. On peut rejoindre la Elle a une raison aujourd'hui? Je pense. Vous savez, avant de venir, j'ai été à la Galerie Perrotin. J'ai vu Claude Ruteau. J'ai vu... pour moi, c'est le même. Il a, lui ça aussi, ressemble pas à une soupière, Claude Ruteau, quand même. Mais bien sûr, mais c'est ça la diversité. C'est ce qui est formidable. C'est qu'effectivement, il y a Claude Ruteau, il y a des soupières, il y a du verre, c'est une diversité et c'est ça qui est joyeux. Si on doit uniquement faire ça ou ça, et c'est pour ça que tout à l'heure je réagis à des histoires de cet homme qui a parlé de ça, de règles et de... non, je fais pas de bol, mais je fais des soupières. Mais mes soupières, elles sont complètement de travers. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, on en parlera tout à l'heure avec l'histoire de l'usine, puisque je travaille dans une usine où les gens font effectivement dans des standards et ils ont une madame qualité qui surveille qu'ils aient bien travaillé. Moi, je suis en totale liberté. Et tous les artistes sont en totale liberté. Je pense que ça, c'est partagé aussi par les métiers d'art. Enfin, vraiment, je crois que cette convergence... Ne faites pas un tableau tout rose de la situation. Totale liberté. Vous êtes vraiment... vous chantez trop, là, après, quand même. Je laisse la parole à Antoine, qui a certainement d'autres choses à dire. Mais moi, si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a cette convergence et cette proclamation d'une convergence possible. Et ça, moi, je vais vous dire, ça fait 3 ans que je ne suis plus président du conseil d'administration, que le gouvernement est aujourd'hui en train de nous pondre un projet de caisse des auteurs où on va nous fondre, nous, artistes des arts visuels, dans un magma. J'ai rien contre les copains, comédiens, musiciens, etc. Ils ont leur combat, etc. Mais il ne faut pas qu'on perde les arts visuels. Et je pense que ce mariage d'intelligence et de raison entre les artistes de la Maison des artistes, 50 000, les métiers d'art, 50 000 aussi, on peut peser pour donner une visibilité à ce pôle des arts visuels. Moi, c'était mon combat pendant 10 ans. Si je suis passé de 19 000 à 50 000, ce n'était pas pour me faire plaisir, c'est qu'il fallait donner une visibilité politique pour que les politiques entendent les problématiques des arts visuels. Voilà à peu près pourquoi je suis là, parce que c'est formidable d'avoir cette convergence aujourd'hui. Et quand est-ce que ça vous a pris, Gilles, de décider d'être artiste ? Le moment, là, l'instant. J'ai cru que la question... La déclaration politique, nos présidents vont être vachement contents. Vous les brossez dans le bon sens, là. Je croyais que tu voulais me dire quand est-ce que ça vous a pris le truc de la politique. Et je vais répondre à la question, les deux en même temps, en fait. Général. Oui. Voilà. Effectivement, moi, quand j'étais môme, j'étais dans le couloir devant les bouquins d'art de mes parents, qui étaient des fonctionnaires, etc., d'État, et je regardais des images, le sourire de Gagarine, voilà. Donc, vous voyez qu'on fait le lien avec un certain nombre d'images. Je travaille actuellement sur un hommage à Mourina, qui est, vous savez, la grande sculpture de 1937 qui était sur le pavillon soviétique.
Voilà, je suis en train de le refaire en porcelaine, pas 25 mètres de haut. Hein. Et puis j'espère que ce sera fragile, pour que ça se casse plus facilement. Voilà. Non, elle est très belle. Regardez-la à nouveau, cette sculpture. Mais voilà, quoi, j'ai des images comme ça. Donc l'art et la politique, oui, ça a à voir avec... voilà. Antoine, on décide d'être artiste ? Ça, c'est pas une question. Ça, Ah ben... Non, on décide à un moment donné, oui. Mais je pense qu'on est mis dans une situation, avant de se poser la question, on est en situation de comprendre des enjeux qui nous amènent à faire des choix, on a des curiosités. Moi, pour ce qui me concerne, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que je suis né dans quelque chose, familialement, donc on ne peut pas se débarrasser d'une tradition, entre guillemets, parce que finalement, ce n'est pas vraiment une tradition. J'avais un grand-père qui a créé la technique de la pâte de verre. Voilà. Il se trouve, quand on rentre dans une famille comme ça, où on est sculpteur depuis le XVIe siècle, la question d'être un artiste se pose même pas. C'est-à-dire que, à la limite, si on n'est pas un artiste, on est un imbécile. C'est comme quand on est aristocrate, en quelque sorte. Voilà, il y a une forme de... Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai eu une transmission familiale de type artisanal. C'est-à-dire que, finalement, le grand-père m'aurait donné... Oui, enfin, bon, je me souviens à peu près, évidemment, de cette transmission qui n'est pas une transmission pratique. Je veux dire, ne m'a rien montré. Mais j'ai été mis en situation de comprendre que c'était une voie. Pour la vie, c'était comme ça qu'il fallait se comporter. Il m'a montré un modèle de vie, en fait. Et la transmission technique pure se fait uniquement par un transfert qui, là, pour le coup, est un transfert quasiment psychanalytique, parce qu'il ne m'a jamais rien montré. Il a toujours eu des secrets et qu'il fallait poser des questions. Mais quand on posait une question, c'est qu'on était idiot, qu'on n'avait rien compris. Et donc, on avait des réponses toujours biaisées. Il fallait faire sa propre expérience et ses propres erreurs. Ce qui est curieux, c'est que longtemps après sa mort, peut-être presque 15 ans après, quand j'ai voulu reprendre tout ça, ce qui est étonnant, c'est que je savais tout, sans jamais avoir... Je n'avais fait que voir. Donc c'est intéressant déjà du point de vue de ce que c'est qu'une transmission. Mais entre deux, finalement, quand mon grand-père est mort et que je suis parti faire des études, évidemment, la question de faire la pâte de verre ne se posait pas. Je ne voulais pas du tout être dans ce milieu-là. Ça m'avait intéressé, mais je voulais être archéologue et éventuellement peintre. Donc j'ai fait l'école du Louvre et philo et un petit peu d'art plastique où j'ai terminé mes études. J'ai fait un DEA là-dedans. Je me suis aperçu que ce n'était pas du tout mon domaine et qu'il y avait des interdits terribles sur la peinture, que finalement... c'était pas esthétiquement correct de faire de la peinture à cette époque. Moi, j'avais envie d'apprendre une technique de peintre pour voir voilà, ce qui était possible de faire là-dedans. Je me suis rendu compte que ce qu'on m'apprenait en art plastique, c'était il y a 40 ans, le Palais de Tokyo. C'est-à-dire que finalement, en 40 ans, les choses n'ont pas changé. Saint-Charles était quasiment le Palais de Tokyo. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange. On voit apparaître une académie. Les profs étaient très sûrs d'eux. C'était le Palais de Tokyo 40 ans avant. 40 ans avant. Oui, c'est ça qui est étonnant. À peu près à l'heure. Voilà. Et non, ce qui est intéressant, c'est que les profs ne demandaient que la répétition de ce qu'ils faisaient. C'était tous des artistes intéressants, d'ailleurs. Très intéressants. Mais en général, il n'y avait pas autre chose à donner que... voilà, on a Duchamp, on a les minimalistes... allez-y, les gars. Mais il fallait être dans une forme d'accréditation, il fallait faire comme il demandait, improviser. Vous définissez l'académisme, là, ça existait bien avant, non ? C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et ce qui est curieux, c'est que ça m'a tenu 40 ans, où j'ai fini par comprendre que c'était bien ce qu'on vivait. Et que, après, disons, cette liberté qui existait dans cette faculté, et je pense que c'est intéressant, et avec aussi des profs qui m'ont éveillé l'esprit à des théories critiques sur l'art, je me suis rendu compte que j'avais rien à faire dans ce domaine. La chose que j'avais de tangible, c'était ce que j'avais connu enfant. Donc vous seriez devenu artiste par renoncement ? Par renoncement sur la peinture. Non, c'est la vraie révélation, ça a été la découverte de Cobra. La découverte d'Asgharian, qui a dit de façon très intelligente, il a dit, devant probablement les difficultés de la peinture dans le mouvement situationniste, il a dit retournons à l'artisanat pour combattre la mécanisation de la vie.
Et je trouvais que ce slogan avait du sens et que j'avais rien à faire avec toutes ces problématiques conceptuelles qui étaient très pauvres. Et je me suis dit, voilà, ce que j'ai, c'est retourner à l'artisanat au sens, eh bien, s'affronter à un matériau, mais aussi à une histoire. J'ai été accepté à la Maison des Artistes en 86, non pas en montrant du verre, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas, mais en montrant des plâtres. Parce qu'évidemment, je fais de la sculpture. Oui, j'ai triché. Vous avez triché. Bah oui. Évidemment, beaucoup avant moi l'avaient fait. Des céramistes avaient commencé. Il y avait eu quelques problèmes. Maintenant, ça a beaucoup bougé. Mais enfin, voilà, il y avait quand même cette volonté de faire la distinction entre l'artisan et l'artiste. Mais de toute façon, la chose n'a pas changé. L'académie dont je parle, qui est une académie basée sur des systèmes conceptuels, se refuse à voir le fer et les matériaux dans l'art. Dire que finalement, la partition existe. Et c'est ce que tu disais. Ce que tu disais à propos de ce mariage idyllique. Oui, bien sûr, au niveau des institutions, de la Maison des Artistes et Atelier d'Art de France, évidemment, ça fonctionne très bien. Mais le fond du fond, bon, ce sont deux institutions importantes, mais qui ne disent pas le tout. C'est-à-dire, il y a aussi une autre institution que l'institution, disons, étatique. Ce sont tous les systèmes bureaucratiques qui gèrent, là, pour le coup, ce qui est l'art et ce qui n'est pas l'art. Et ces divisions-là doivent être attaquées pour autant qu'on puisse le faire, afin de remettre en place, disons, des critères d'évaluation, ce que le banquier a voulu faire, c'est-à-dire finalement à cesser de prendre les objets par leur mode de production, mais faire en sorte de les voir dans une expérience esthétique, voir ce qu'ils sont réellement, leurs intentions, plutôt que de poser dessus des arguments conceptuels ou des statements d'artistes qu'on lit, que le critique va nous lire. C'est pour ça aussi donc le combat de nos deux présidents sont assez justes de vouloir se réunir dans... J'ai dit à Serge Nicole que ça faisait 30 ans que je ne m'étais jamais engagé dans une action collective. J'ai toujours refusé les actions collectives. Furieusement individualiste, mais j'ai trouvé que c'était courageux, l'enjeu était courageux, mais je connais aussi toutes les limites de ce genre de choses. Je sais aussi vers quoi ça va et je saurais m'arrêter à temps. Antoine, vous me disiez que vous étiez vous avez participé à l'élaboration de ce banquet, ces grandes tables où les objets sont côte à côte sans qu'on puisse bien deviner celui qui a le statut d'œuvre d'art et celui d'objet artisanal. C'est quand même bien la preuve qu'il y a un combat juste là. Oui, d'ailleurs, moi-même, je pense qu'on me piégerait en grande partie à tenter de désigner les choses. Mais c'était le but du jeu, en fait. Le but du jeu est de prendre le spectateur, non pas pour un imbécile, mais pour quelqu'un qui a un jugement. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les expositions qu'on nous propose. En général, quand on a une exposition qui est avec un commissaire d'expo, il fait en sorte de faire un statement assez ésotérique pour pouvoir justifier un aéropage de pères blancs qui vont nous expliquer ce que c'est que l'Immaculée Conception de l'art. Et c'est ce qu'on voit au Palais de Tokyo, par exemple. Arrêtez de parler du Palais de Tokyo. Non, mais ça m'intéresse parce que... Antoine, vous l'avez connu il y a 40 ans, alors... parce que c'est symptomatique. Jeunesse. Mais non, c'est ça l'avenir. Et quand je parle des pères blancs, ça veut dire que quelque part, on est dans un système artistique où on ne regarde plus l'objet. On le juge avec des critères qui sont extérieurs à l'objet, soit son concept qui prédétermine, qui est avant l'objet, soit, une fois qu'il est fait... disons, les modes de production qui ont été à l'origine de cette œuvre. On voit très bien actuellement, dans l'art contemporain et de façon générale, on voit très bien la distinction qui est faite entre les objets réalisés par les artistes et assumés comme tels, c'est-à-dire céramistes, verriers et autres. Bon, je fais partie des céramistes, je ne fais pas partie des céramistes, mais des verriers, et je suis très proche de ce que font les céramistes. On est discriminés, entre guillemets, parce qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Et ceux qui ne font pas, c'est-à-dire qui font appel à des praticiens, ceux-là sont des artistes. Pourquoi ? C'est tout bête, c'est une vieille distinction des arts mécaniques et des arts libéraux. Hein. Jacques Kaufmann, vous pensez quoi de ce qui vient d'être dit ? Puisque tout à l'heure, vous disiez qu'un créateur peut ne pas faire lui-même.
Oui, et qu'il est tout autant qu'orateur. Tout est possible. Et puis je dois dire, j'étais très touché parce que vous, je n'ai pas votre nom malheureusement, mais enfin bon, ce que vous avez Antoine dit, que vous avez fait, non avant, Guy Fromenteil. que vous avez fait 300 bandes pour venir, moi j'en ai fait 500, et parce qu'il y a un moment extrêmement important maintenant. Il y a un moment pour la messe, et je crois que c'est le moment de la messe maintenant, de poser l'acte numéro 1, c'est-à-dire que, au-delà de différences individuelles de toute personne dans sa méthodologie, dans son processus de création, dans cette salle, qu'on doit reconnaître comme légitime, il y a un fort tronc commun qui est, nous posons des actes de création, qui sont des nécessités vitales et qui nous mobilisent fortement et qui ont des incidences sociales. Donc une fois qu'on a dit ça, je crois que ce temps numéro 1 est absolument nécessaire. Après, il y aura d'autres combats, il y aura une suite, il y aura des développements. Personnellement, j'étais venu avec la phrase suivante comme manifeste. Toute tentative et tentation de discrimination ou de hiérarchisation entre les domaines de création est simplement absurde et devrait être traitée par le mépris. Les ressorts et processus sont identiques alors même qu'ils s'appliquent à des domaines ou contextes différents. Dans ce sens-là, qu'on travaille dans l'immatériel peut être un acte de création et reconnaissable en tant que tel. Il n'y a aucun problème à cela. On n'est pas uniquement des artistes de la matière tangible, je veux dire, parce que nous créons finalement à un niveau qui agite d'autres aspects. C'est ça l'objectif. Donc, premier temps, la messe. Je crois que c'est le temps de la messe maintenant. C'est un peu bizarre de l'appeler comme ça, mais oui, je crois que c'est un peu vraiment bizarre, hein, oui. Oui. Mais parce qu'il y a besoin de faire reconnaître que, à partir des différences qui ont été montées volontairement, historiquement, et que démontre extrêmement bien Étienne Le Perlier. Moi, je remonte beaucoup plus loin encore. Hein. Effectivement, on a un moment où on peut dire le roi, il est nu. Je veux dire, arrêtez de nous emmerder avec vos différences. D'abord, il y a un tronc commun qui est celui de la création humaine, qu'il s'agit de reconnaître en tant que tel, quels que soient les vecteurs qui la permettent. Alors, à qui le dire d'abord cela. Entre nous d'abord, entre nous d'abord. C'était l'objet de ce banquet, parce que j'ai pas terminé. Évidemment, je comprends très bien ce que tu veux dire. L'objet de cette table, le fait de mettre les gens anonymes, mais c'est un petit peu un truc, de toute façon. C'est évident qu'il n'y a pas une grande pertinence muséographique dans cette histoire-là, mais c'est une façon de signaler 2-3 choses, de dire, mettons les objets tous les uns à côté des autres. Qu'importe leur mode de production, c'est pas par là qu'on va les juger. Parce que, je veux dire, évidemment, je suis pas là à dire... Une bonne œuvre, c'est ça que l'artiste fait lui-même. Je ne demande pas à ce qu'un artiste ait une bonne main ou qu'il ait une bonne technique, un bon savoir-faire. Ce n'est pas la question. La question, elle est qu'on ne doit pas discriminer les objets à travers leur mode de production. Donc, mettons-les ensemble et voyons si les hiérarchies tiennent, mais non pas du point de vue de ce qu'on nous aura mis dans le crâne sur ce qui est la différence entre l'art et l'artisanat, mais par rapport à la qualité de l'objet. Est-ce qu'il tient ou est-ce qu'il ne tient pas? Or, on s'aperçoit quand on voit le banquet comme c'est fait, eh bien des gens ont pu me dire, effectivement, c'est intéressant parce qu'on ne se soucie pas de savoir si ça a été fait comme ci ou comme ça, si c'est de l'art ou de l'artisanat, etc. La hiérarchie tombe, dès l'instant, on a un autre regard dessus. Mais seulement, ça ne suffit pas, ça. Parce que l'enfer, c'est les autres. Je veux dire que le monde de l'art qui va regarder cette table, évidemment, aura toujours ses critères de sélection, et bien évidemment, ils ne vont pas adhérer tout de suite. Il y a donc une démarche, disons, plus offensive à avoir sur ce que c'est que le concept d'art actuellement, tel qu'il est imposé. Je crois que tu as dit un mot qui est le mot critère. Et pour moi, il est extrêmement important. C'est-à-dire qu'à un moment, les critères, ce n'est pas du divin, c'est du construit de l'humain. Et je crois qu'en fait, ce travail sur la critérisation et la qualification nous revient. Voilà. On ne doit pas le laisser dans d'autres mains, il nous revient. Voilà. C'est une construction. C'est-à-dire, vous, d'ailleurs, il faudrait trouver un mot entre artiste, artisan, tout à coup. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de changer de vocable? J'aime bien le mot artiste. Non, mais dès l'instant on ajoute un adjectif. Non, si on ajoute l'adjectif, ça veut dire quelque part qu'on diminue la chose, ou on la qualifie, ou on en fait une spécialité. On trouve un autre mot. On en fait une spécialité. Puisqu'il faut faire une messe, il y aura bien une... on est tous des éclairs, alors. Non. Alors excuse-moi, mais Filiou, qui avait très bien compris la chose il y a pas mal d'années maintenant, que certains connaissent ici, je suis sûr, disait que le mot artiste ne suffisait plus, qu'il avait besoin maintenant de systématiquement avoir un qualificatif qui l'accompagnait. C'est-à-dire qu'on est artiste là-dedans, l'artiste là-dedans, artiste là-dedans, etc. Quels que soient les domaines d'application, et ça va du bricolage à la philosophie. Mais en fait, voilà, artiste est le tronc commun, et là-dedans, il y a toutes sortes de catégories possibles.
Mais en fait, on est tous artistes. Donc en fait, on remet le problème à zéro et on n'a rien réglé. Et s'il y a quand même ce risque. Non, il y a une différence. Parce que quand même, l'artiste se définit aussi par l'objet qu'il produit. Et tout à coup, on voit un artiste parce que émane de lui une œuvre qui le caractérise d'une part et qui nous parle d'une autre. N'importe qui a une façon de parler, de mettre la table. Chacun a du style. C'est pas pour autant. C'est vrai pour toutes les œuvres auxquelles nous avons affaire et qui sont exposées ici. Chacun a effectivement une personnalité à l'intérieur d'un champ qui est extrêmement vaste et qui a toutes ces différences. Parlons de la réunion des choses en termes mathématiques et non pas de la différence des choses. Je crois que c'est très fondamental de commencer par tout ce qui réunit. Il y a une différence, il y a une différence. On ne peut pas dire que tout est égal à tout. Et justement, la difficulté, c'est de penser les différences, parce que dès l'instant où on élit quelque chose, on fait une exclusion. On ne peut pas produire on peut pas faire une élection sans dire quelque part on exclut quelque chose. Mais sur quel mode on peut le faire ? Eh bien, pour moi, le mode le plus intéressant, c'est de considérer le domaine socio-économique. C'est-à-dire que le monde ouvert dans l'art n'est pas le même que le monde de l'artisanat ou l'artisanat d'art. Quelque part, l'artisanat d'art s'est émancipé. Il y a eu un effrangement de l'artisanat d'art qui est rentré dans l'art. Mais il y a une part aussi de l'artisanat d'art qui n'a pas suivi et qui, lui, n'est pas dans le même marché. Le marché, finalement, d'un certain artisanat d'art est attendu. Pour ce qui est des tables, on sait très bien que les tables, les chaises, les objets utilitaires, etc., ont leur marché ouvert. Un artiste n'a pas de marché ouvert. Un artiste crée de l'inattendu. Et sur le mode où certains artisans d'art actuellement font des objets qui ne sont pas attendus, à ce titre, ce sont des œuvres d'art. Enfin, de mon point de vue, c'est comme ça qu'on peut les définir. Et je pense que l'émancipation de cette partie comment dirais-je, des métiers d'art est à retenir dans un mouvement, pas considérer que tout fonctionne dans la même chose, qu'il y a du travail à faire pour les autres. Parce que je pense qu'il y a des domaines des matériaux, et même, il y a même certains domaines d'artisanat d'art qui n'ont absolument aucune envie de passer sur le marché de l'art. Donc il y a tout ça qu'il faut considérer, c'est-à-dire que la distinction, elle n'est pas que dire ça, tout est de l'art, c'est absurde, tout est de l'artisanat, c'est absurde, il faut encore savoir de quoi on parle. Et donc il y a un mouvement, c'est certainement que tout le mouvement d'artisanat d'art ne fonctionne pas, ou tous les métiers d'art ne fonctionnent pas au même rythme. Est-ce qu'il n'y a pas eu des grands moments dans l'histoire où on a vu quand même l'artisanat restaurer, renouveler, réapporter un sang neuf à l'art qui s'épuisait dans un académisme, dans un formalisme clair? On voit ça au 19e, on voit ça à plein de moments où une fatigue de l'art est supplantée par... Là, je regarde l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause? Je peux juste dire un mot sur... deux, Gilles, pardon. Juste un mot sur le mot artiste. Parce que justement, il y a une tendance actuelle, et je voudrais quand même sonner un petit peu l'alarme. On veut nous réduire actuellement, les institutions, au mot auteur. Nous sommes des auteurs. Ils veulent créer la caisse des auteurs. Il y a maintenant la direction générale au ministère qui regroupe l'ensemble de la création. Moi, je pense quand même qu'il y a une magie des mots et que le mot auteur, qui est une identité juridique, réduit la portée et l'investissement de la magie de faire un acte, un objet d'art, de faire œuvre artistique, etc. Donc moi, je suis accroché au mot artiste, que je veux bien partager, parce que j'ai regardé, rien que comme ça, là, dans la préparation de ce colloque, j'ai regardé un petit peu ce que chacun fait. Voilà, je me suis promené un petit peu. Et moi, je ne vais pas mettre de césure, de Spaltung entre vous et nous. Et moi, je sens le même problématique. Alors après, encore une fois, il y a une diversité d'actions, il y a une diversité de vues, mais à l'intérieur des artistes, de la Maison des artistes, il y a aussi une grande diversité. Donc cette diversité, il suffit simplement de lui donner le grand éventail possible, mais il faut surtout se rattacher, proclamer le monde de l'art. Encore une fois, je reviens à une histoire de proclamation, proclamer le monde de l'art et de l'artiste, parce qu'on veut tellement nous réduire à des concepts administratifs, comptables et juridiques qu'un peu de respiration ne ferait pas de mal quand même.